Bienvenue dans la matinale de CNews. Olivier Véran est en déplacement aujourd'hui en Moselle, où le taux de contamination aux variants à la fois sud-africain et brésilien est inquiétant. Il y a un dialogue qui va se nouer avec les élus locaux, avec éventuellement de nouvelles mesures de contrôle. Est-ce que vous êtes favorable à des reconfinements locaux et non pas à une mesure nationale ? Bon, s'il y a besoin de mesures locales, faisons-le. Moi déjà, quand on me pose la question, j'ai envie de dire, on est déjà dans une sorte de confinement. On me dit, est-ce qu'il faut reconfiner ? Quand même, observons qu'il y a quand même des professions, je pense bien sûr aux restaurateurs, les commerçants, etc., qui ne peuvent plus exercer normalement, voire même qui sont fermés. On a beaucoup de contraintes. Ça n'est pas rien quand même qu'à partir de 18h, on ne puisse plus circuler. Donc je souligne le fait qu'il ne faut pas banaliser quand même que nos libertés publiques, pour l'instant, sont réduites. De plus, nous, la France Insoumise, nous pensons qu'il faut maintenant penser une société, notamment de roulement, c'est-à-dire que on peut pas continuer à vivre comme ça avec parfois une alternative binaire. On ferme ou on ferme pas. Mais imaginez, pourquoi pas, pour ce qui est de salles de spectacle, pour ce qui est de présence dans des commerces, que avec des jauges discutées et établies avec la profession, on puisse faire des choses plus facilement. Bref, il faut reprendre la vie parce que ça fait plus d'1 an que ça dure. Et là, il y a quelque chose qui commence à véritablement poser problème. Bon, à quoi, surtout après, sur quoi je voudrais insister, c'est après bien sûr la dimension sociale qui pose énormément de problèmes. Avec des étudiants qui sont dans une précarité totale, on les voit tous les soirs faire la queue devant les banques. Voilà, moi je suis élu de Seine-Saint-Denis, c'est un département dans lequel effectivement les difficultés sociales s'accumulent. Si vous invitiez un jour, vous le faites peut-être, des représentants de ces associations, je pense au Secours Populaire, Secours Catholique, Restos du Cœur. Enfin, on voit des gens qui jusqu'à présent ne fréquentaient pas de tels établissements de solidarité qui viennent. Donc c'est tout ça qui pose problème, on est face à une grande difficulté. Et puis après, il y a le problème, peut-être vous allez m'interroger là-dessus, du vaccin. C'est-à-dire que, là encore, pour prendre des exemples locaux, parce que les chiffres globaux parfois sont moins parlants, on m'avait annoncé, monsieur le préfet... pour le département de la Seine-Saint-Denis ? Oui, mais moi, pour ce qui est de ma circonscription, les villes de Bagnolet et Montreuil, pour ceux qui connaissent, il devait y avoir 3 centres de vaccination qui étaient prévus par le préfet lui-même, et puis il n'y en a qu'un. Et actuellement, tous les rendez-vous sont bloqués jusqu'au mois de mars, mi-mars. Donc là, il y a une incompréhension de la part de la population qui pose le problème du nombre de vaccins. Et qui prévaut sur tout le territoire. Et qui prévaut sur tout le territoire, même si sans être trop localiste, le département de Seine-Saint-Denis, qui fut parmi les plus touchés lors du premier confinement, qui avait un taux de mortalité particulièrement élevé, avec des gens qui travaillent, etc., est actuellement assez faiblement vacciné par rapport à d'autres départements. Il y a quand même une forte incompréhension localement de pour quelles raisons les doses n'arrivent pas, pour quelles raisons même ce qui était prévu encore peu de temps ne se met pas en place. À propos de l'ascenseur social, Emmanuel Macron était en déplacement hier. Il fait le constat que l'ascenseur social est cassé. Il veut promouvoir la diversité parmi les hauts fonctionnaires comme l'ENA. Il veut qu'aucun gamin dans notre République, je le cite, ne se dise « ce n'est pas pour moi ». Est-ce que, encore une fois, vous le créditez de ça, de cet effort ? Alors, ces paroles sont fortes. D'un certain point de vue, je me reconnais là-dedans. Le reproche que je lui fais, c'est qu'on est maintenant à 1 an de l'élection, les belles paroles arrivent et il s'agissait de savoir pourquoi des choses énergiques n'ont pas été faites avant. Ce qu'on touche du doigt là, et c'est peut-être un sujet sur lequel vous allez m'interroger après, le texte, séparatisme, etc. Ce qu'on touche là, moi je l'ai appelé dans une tribune, dans un journal, le séparatisme scolaire, qui pose quand même un problème. Pourquoi je parle de ça ? Parce que par exemple, les grandes écoles, les élites, est-ce que vous savez qu'en 1950, 39% des enfants qui étaient à l'ENA, HEC, étaient issus des milieux populaires. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 9%, même parmi nos élites. Et on retrouve ce genre de problème structurel où, selon les catégories sociales dans lesquelles vous vivez, selon l'établissement scolaire que vous fréquentez, celui du centre-ville, celui de quartier populaire, voire les établissements du privé, parce que le privé aujourd'hui fait une concurrence où il y a une accumulation plutôt d'enfants de milieux favorisés, tant mieux pour eux, et à côté de ça, des établissements publics qui accueillent les enfants, en particulier les milieux défavorisés. Bref, ce que je veux dire, c'est que là, on a la République, dont tout le monde parle de République aujourd'hui, c'est concret. La base de la République, l'outil premier de la République, c'est l'école. Et l'école, aujourd'hui, ne remplit plus sa promesse. Et c'est le lycée, le professeur de lycée qui vous le dit. C'est-à-dire même avec des classes séparées en CP, oui, non, mais bon, CE1. ça, attendez, les classes en CP, c'est dans les lieux qu'on appelle REP. Monsieur le ministre Blanquer a dédoublé les classes. Bon, tant mieux, mais je veux dire, en même temps, il est prévu des fermetures de classes en Seine-Saint-Denis pour la rentrée prochaine. Beaucoup d'élus locaux aussi l'ont interpellé Monsieur Blanquer à l'Assemblée nationale. Bon, on est dans une école, quel que soit... Monsieur Blanquer, quand on l'interroge, tout va bien, c'est formidable. Ben non, non, non. Il y a, par exemple, là encore, en Seine-Saint-Denis, des professeurs non remplacés amènent à ce que, sur la totalité d'une scolarité, on estime à ce qu'un enfant de Seine-Saint-Denis perd 1 an de scolarité par rapport à un autre enfant de Paris. Bref, cette affaire-là, l'ascenseur social, ou du moins le fait que l'école publique soit
garantir une éducation de qualité aujourd'hui n'est pas une réalité. Et il est terrible de se dire que là, je le répète, selon l'endroit où vous allez mettre votre enfant, c'est pas le même parcours de vie auquel il a droit. C'est fondamental. Moi, je pense que tout le monde est attaché à l'école, tout le monde veut le mieux pour ses enfants, et à partir de là, ce sont les solutions un peu de débrouillardise qui l'emportent. Oui. Si tu as des relations, il y a une dérogation, tu vas dans le bon collège. Si tu as un peu de sous, tu le mets dans le privé, etc. Mais ça, c'est pas des solutions d'un point de vue républicain qu'on peut tolérer. Un mot de la plateforme antidiscrimination qui va être mise en place aujourd'hui. Quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé. C'est ce qu'a dit le président Macron. C'est une bonne chose, cette plateforme antidiscrimination? Oui. Nous, on avait proposé un dispositif, c'était une proposition de loi que nous avions faite, qui est aussi celui, à propos donc des contrôles de police, du récépissé. C'est un débat permanent. Des gens, beaucoup me le disent. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a été contrôlé une fois, on peut montrer. Voilà. Maintenant, ce que ça permet, donc le policier fait un contrôle, c'est parfois justifié, et puis il donne un récépissé. Puis s'il en fait 8, 10, 12 dans la journée, le citoyen peut être en droit de dire mais pour quelle raison je suis autant, une fois de plus, interrogé et contrôlé. Alors il peut peut-être y avoir une situation exceptionnelle qui le justifie, mais on retrouve souvent des personnes qui disent peut-être à juste raison, c'est parce que ma couleur de peau, c'est parce que j'habite dans tel quartier, qu'il y a peut-être quelque chose qui est abusif. Et ce qu'aurait permis le récépissé, parce que moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir une discussion apaisée avec la police. Il m'arrive de critiquer la police, mais je ne critique pas l'institution. Vous voyez, je ne voudrais pas qu'il y ait là aussi un côté simpliste de tout ça. Et si on pas d'essentialisation des policiers. Oui, puis on a besoin de police. Franchement, la police, moi je le vois, c'est celle qui permet à 3h du matin d'aller bloquer le mari violent qui frappe sa femme. C'est ce qui permet d'arrêter les gens violents. Bon, bref, donc il n'y a pas de société sans police. Par contre, c'est un service public comme un autre qui mérite d'être discuté, qui appartient aux citoyens, j'ai envie de dire, et on peut, quand on constate, et on le voit bien, qu'il y a parfois des comportements intolérables, qu'il y a parfois y compris des comportements en raison de la couleur de la peau, qu'on puisse quand même en discuter. Et le récépissé permet d'avoir une discussion apaisée, que ce ne soit pas seulement des gens qui ont à vous exagérer, mais qu'on puisse établir. Bref, vous voyez, le problème là, ce que je fais reproche, si je puis dire, au président de la République, c'est que là encore, comme le premier exemple, je suis plutôt d'accord avec les paroles, mais ce qui a été fait depuis 3-4 ans, c'est un refus de toute proposition. Sur la loi sur les séparatismes qui est étudiée en ce moment à l'Assemblée, là vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement. Vous réclamez toujours ce retrait de cette loi au motif qu'elle viserait surtout les musulmans. Or vous savez bien que tous les représentants des cultes se trouvent et se disent visés par les dispositions de cette loi. Ce qui est déjà la preuve que c'est un peu bizarre, une loi qui embête un peu tous les cultes. Non mais ça veut bien dire qu'elle ne vise pas seulement une religion. Oui, mais elle procède quand même sur un mode déjà de suspicion généralisée vis-à-vis des associations cultuelles musulmanes. Je vais en dire deux mots, je ne vais pas être trop technique, mais l'article 24 de cette loi dit que notamment les associations qui désignent le ministre du culte, en gros celles qui notamment les associations cultuelles qui désignent leur imam, elles devront avoir un autre mode d'organisation, notamment mettre en place des instances de délibération. Moi, je ne comprends pas l'intérêt. Les associations musulmanes ne méritent pas ce paternalisme qui consiste à leur dire organisez-vous de telle ou telle façon. Quand on est laïque, on est attaché à la séparation. L'État n'a pas à se mêler de l'organisation du culte. D'accord ? Deuxièmement, ce projet de loi met en place des mesures plus administratives que judiciaires. C'est-à-dire quand on dissout une association, ça peut arriver parfois. Moi, je souhaite que ce soit la justice qui le décide. C'est pas une mince affaire de dissoudre une association. Le projet de loi lui donne plus de pouvoir administratif au préfet qui peut le décider. Par exemple, il y a la possibilité aussi de sanctionner d'une punition collective pour la faute d'un seul. Dans un lieu de culte, quelqu'un dit des propos intolérables. Je souhaite qu'il soit sanctionné. Mais est-ce qu'il faut fermer tout le lieu? Est-ce qu'il faut sanctionner les 3000 personnes qui fréquentent le lieu? Je ne crois que c'est abusif, etc., etc. Et après, il y a aussi des mesures dans lesquelles la loi de 1905, auquel je suis très attaché, est remis en cause, avec des possibilités pour les associations cultuelles aussi de s'occuper de la gestion de bâtiments, ce que je ne souhaite pas. Bref, 52 articles. Alors évidemment, il y a des choses là-dedans que je soutiens par ailleurs. Hein. Par exemple, il y a quelques petites mesures on votera contre. Mais je veux dire par là que c'est aussi un peu le reproche qu'on peut faire à ce texte. Quand, par exemple, il y a quelques mesures pour la protection des femmes qui sont victimes de mariage forcé, évidemment, même si c'est déjà interdit, même si en vérité ça aura peu d'effet, moi je ne m'oppose pas. 200 000 mariages forcés dans notre pays. Dit-on. C'est ce que dit Marlène Schiappa, voilà, c'est-à-dire que là aussi, je comptais. Oui, mais là, moi, le reproche que je fais à Mme Schiappa, c'est qu'on l'a souvent demandé qu'elle nous donne des chiffres vraiment partagés. Elle avance ce chiffre, je ne sais pas si c'est la réalité. Elle dit 200 000 sur beaucoup d'années, donc en vérité, c'est pas 200 000 par an, hein, de toute manière.
Donc, c'est une pratique révoltante. Non, mais attendez, Laurence Ferrari, d'ores et déjà interdit par la loi. Okay. Le débat, quand quelque chose est interdit par la loi et qu'on légifère dessus, parfois c'est surtout pour faire un peu de communication. Moi, je demande plutôt à ce qu'il y ait des moyens de prévention pour faire en sorte que expliquer. Vous savez, par exemple, je suis intervenu là-dessus à l'Assemblée nationale. Une femme qui est victime d'un mariage forcé, si le fait qu'elle dénonce ce caractère forcé lui fait perdre peut-être le fait qu'elle va être expulsée du territoire parce qu'elle est de nationalité étrangère, elle ne va pas parler. Donc, vous voyez, il faut accompagner les dispositifs en créant les conditions d'une efficacité par rapport à ça. Agir, oui, s'agiter, non. Et je trouve que sur certains points, notamment les points de société, beaucoup d'agitation, on en parle. Mais concrètement, en plus, c'est des choses, je le rappelle, déjà interdites par la loi, fort heureusement. À propos de séparatisme, on a beaucoup parlé de trappe avec la prise de position d'un professeur de philosophie, Didier Lemaire, qui dénonce les atteintes à la laïcité, qu'il voit tous les jours dans son établissement, qu'il a vu évoluer au cours des 20 dernières années. Il est aujourd'hui placé sous protection policière rapprochée, c'est ce qu'a annoncé hier Gérald Darmanin. Il souhaite quitter l'éducation nationale. C'est un échec pour la République qu'un professeur se trouve dans cette situation. Alors, le dossier est compliqué, enfin, moi je l'ai lu dans la presse. Premièrement, il est hors de question que quiconque se fasse menacer. Il est hors de question. Et c'est évident que si ce professeur est menacé, c'est intolérable. Et peut-être que la police a surréagi, mais tant mieux, d'un certain point de vue. On a tous en mémoire ce qui est arrivé à M. Samuel Paty. Donc, où là, par contre, il y a eu, me semble-t-il, c'est toujours facile à dire après coup, mais enfin... Un certain nombre de signaux qui n'ont pas été... Voilà, un certain nombre de signaux, merci de le dire comme ça, qui n'ont pas été vus. Le dispositif Pharos de police qui est censé surveiller sur les réseaux sociaux, l'assassin quand même, ça fait un moment qu'il a envoyé des messages extrêmement préoccupants. Et puis, bon, on aurait pu aider mieux, bon, M. Paty. Là, dans le cas présent, bon, moi, je ne peux pas contester le fait que s'il faut le protéger, tant mieux. Après, moi, je lis la presse pour essayer de comprendre, et cette affaire, quand même... ce que nous dit Monsieur le Préfet, c'est que les menaces réelles, on a du mal à ce stade à les établir. Même Monsieur le maire, le professeur en question, je crois hier a donné une interview dans laquelle il a dit qu'effectivement, il n'avait pas encore subi de menaces, mais qu'il avait des policiers qui étaient venus le protéger, etc. Bon. Et sur le fond de ce qu'il décrit, voilà. Quand il dit « mes élèves ne se sentent plus français ouais. », quand il dit il y a un séparatisme qui est à l'œuvre, il y a des jeunes filles qui ne peuvent pas ne pas être voilées, elles subissent des pressions de leurs camarades. Je ne sais pas si c'est vrai là, en l'occurrence, parce que ce que disent beaucoup d'acteurs de terrain, c'est que ça n'est pas la réalité. Ce professeur a dit qu'il n'y a plus un seul coiffeur qui accueille les femmes. Bon, on en a trouvé 3. Il a admis que c'était une erreur. Dessus. Après, moi, je vais vous dire, j'ai 25 ans d'enseignement en lycée professionnel. Que des jeunes gens, parfois. Vous l'avez vu, le même phénomène monter ou pas? Moi, j'ai eu souvent des discussions en classe où je leur parlais de la laïcité, la République, et des élèves pouvaient me dire, m'ont dit parfois, vous les Français, nous les musulmans. Et chaque fois, je contestais cette parole en disant aux jeunes gens, mais ne vous désignez pas en fonction de vos convictions spirituelles. Vous êtes Français, parce que c'était généralement des Français, et nous avons à faire aimer la République, mais à faire aimer la chose plus que le mot, c'est-à-dire à expliquer en quoi, effectivement, tous égaux devant la loi. Et parfois, après, à juste raison, ces jeunes gens, de manière pertinente, me disaient, oui, mais regardez, Monsieur Corbière, nous, dans mon quartier, il n'y a plus de service public. Ils ne le disent pas comme ça, ils disent il n'y a plus rien, le chômage nous touche particulièrement. Vous évoquiez parfois la manière dont la police se comporte avec eux, il y a de quoi douter. Bref, c'est ça qu'il faut faire vivre. C'est pas seulement regarder un constat comme quoi des fois des jeunes gens peuvent ne pas se sentir véritablement égaux en droit, si je puis dire. C'est parfois une réalité vécue, c'est parfois une réalité un peu, exagérée, parce que eux-mêmes, ces jeunes gens, se sont dans une logique un peu identitaire où ils se définissent uniquement en fonction de leurs convictions spirituelles. Ce que je ne souhaite pas. Alors les gens sont une affaire privée. Moi, je suis pas, on se désigne pas selon catholique, athée, juif, que sais-je. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je reste fidèle à la promesse républicaine. Oui. Alors après, il peut y avoir ici ou là des pressions, mais ceci dit, là, dans le cas présent de Trappes, où il y a eu un vrai problème il y a quelques années, parce que c'est de là dont sont partis le plus grand nombre de jeunes gens. 60 et 80 personnes. Qui est quand même assez impressionnant. Donc il y a manifestement des forces agissantes, idéologiques en action, d'un islamisme sans doute radical et potentiellement terroriste. Même si, alors après, c'est des sujets sensibles. L'islamisme radical, rigoriste, n'amène pas nécessairement au terrorisme. Moi, ce que j'ai découvert aux auditions parlementaires, ce qu'on disent les spécialistes, ceux qui font des actes terroristes ne fréquentent pas généralement les lieux de culte, c'est encore autre chose. Bon, donc vous voyez, attention à ne pas tout mélanger. Et je trouve que dans cette affaire, et j'espère que ce professeur n'en prendra pas ombrage, parce que s'il y a des policiers autour de lui, il doit avoir une inquiétude, mais il a, agi un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Un lanceur d'alerte, ça s'appelle, vous savez, Alexis Oui, Corbière. Mais encore faut-il que les alertes, soient réelles. Si c'est pour dire, je prends l'exemple des coiffeurs, dire des choses qui, après, non mais ça aide pas à réfléchir parce que... Oui, mais c'est anecdotique, ça. Oui, mais, attendez, parce que des alertes, il y en a déjà qui sont lancées. Beaucoup de gens sur le terrain font de la prévention. Le préfet lui-même, moi j'ai lu ce qu'il dit, il y a des actions de prévention, ça se passe bien, et il dit, le problème, c'est qu'il faudrait
faudrait pas que l'alerte, parce qu'après il y a tout l'aspect, passer à la télé, faire des tribunes de presse, etc. C'est un homme, et je lui reproche pas, j'en suis à moi-même, qui est un responsable politique, un militant, qui fait des tribunes, qui écrit dans des journaux quand même qui ont sur l'immigration. Et qui est comme vous enseignant. Oui, donc je veux dire, voilà, bon. Le dossier Trappes, il faut le traiter par des politiques publiques réelles, s'intéresser aux conditions qui peuvent amener à ce qu'il y ait des comportements que vous décrivez. Quiconque, et un professeur en particulier, se sent menacé doit être protégé, c'est une évidence. C'est ce que vous demandez, l'application réelle, immédiate de la protection fonctionnelle des agents publics. Moi, c'est ce que j'ai demandé, notamment dans le débat sur le séparatisme. Parce que souvent, vous savez, là encore, ce qu'on disait tout à l'heure, plutôt que d'imaginer des tas de dispositifs, il y a quelque chose que tout fonctionnaire, quel il a droit, la protection fonctionnelle. Et souvent, sa hiérarchie ne la déclenche pas, parce que ça coûte de l'argent. Et il faudrait le faire. Ça permet à ce que le fonctionnaire, s'il veut porter plainte, il est aidé comme avocat, il est pris en charge, etc., etc. Donc on en est là. Parlons de ces sujets quand même avec un peu, parfois, de mesure. Mais je répète qu'évidemment, après le drame qu'on a vécu avec Samuel Paty, il faut faire attention, il est hors de question. Est-ce que le maire de Trappes a commis une erreur? Il est allé hier dans l'établissement, à l'intérieur de l'établissement, pour donner des tracts. La communauté enseignante s'est vraiment révoltée contre cela. Il faut faire une séparation. On ne peut pas, quand on est un homme politique, entrer dans un établissement scolaire et diffuser des tracts, condamner la pratique. Je découvre ce que vous me dites, mais on ne peut pas rentrer dans un établissement scolaire pour diffuser des tracts. Ça, c'est une évidence. Tous les militants savent que c'est devant les établissements qu'on diffuse. C'est curieux de rentrer à l'intérieur. Je ne sais pas. Enfin, je ne mets pas en doute ce que vous me dites. Je ne sais pas si ça a eu lieu. Bon, très bien. Je ne connais pas personnellement ce maire, mais il me semble faire du bon travail par ailleurs. C'est un homme qui a l'air d'être un homme de terrain, qui effectivement a réagi pour défendre sa ville, notamment à souligner des choses qui n'étaient pas la réalité. Mettez-vous à sa place quand même. C'est un homme qui vient d'être élu. Il n'est pas responsable de ce qui s'est passé avant. C'est un homme de terrain. Et d'un seul coup, il a trouvé peut-être que sa ville était caricaturée par les propos, soit de ce professeur, soit de ce que pouvait dire la presse. Peut-être qu'il a eu à cœur de défendre ça. Mais moi, on fait pas de politique de la ligne rouge. Voilà. Non, voilà. De toute façon, ça c'est une règle et le chef d'établissement normalement vous refoule. Donc s'il a fait ça, c'est pas comme ça. Mais écoutons-le quand même aussi, ne le caricaturons pas. Moi, de ce que j'ai il a été reçu longuement sur CNews. Très bien, parce que je crois que ça mérite aussi que les élus de banlieue, je le dis comme ça, les élus des villes populaires parlent et qu'on discute de ces sujets sur la base de faits réels et pas de manière déformée. De part et d'autre, parce qu'il y a des déformations de part et d'autre. On a bien compris la passion qu'il peut avoir pour parler de ces sujets. La République, il faut la fermer concrètement et c'est des politiques publiques sérieuses qui doivent être mises en place. Hier soir, vous avez regardé C8 ou France 2 ? Gérald Darmanin, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon et Cyril Hanouna? J'étais embêté parce qu'il y avait Jean-Luc Mélenchon et Cyril Hanouna. Parmi les chroniqueurs de Cyril Hanouna, vous savez qu'il y a quelqu'un que je connais bien. Raquel Garrido. Et je regarde régulièrement. Mais j'étais invité sur France 2 en deuxième partie du débat, donc je me suis débattu entre les deux. Moi, j'ai vu Jean-Luc Mélenchon après l'émission de Cyril Hanouna. Il était très très content. C'est peut-être un nouveau rendez-vous politique qui s'est mis en place. C'est du moins le vœu que je forme on est à un an des présidentielles parce que c'est un format populaire, sans complaisance aussi, parce que les chroniqueurs peuvent être mordants, évidemment, beaucoup de questions ont été posées, qui s'adresse à un public que je trouve moins intéressant, plus jeune, plus populaire que parfois ceux qui regardent de manière classique les émissions politiques, comme c'était le cas sur France 2. Je crois que ça a donné un beau résultat. J'espère que là, il y aura une belle audience. Et ce que je peux vous dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon était très, 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 très satisfait de ça, parce que beaucoup de questions ont été abordées, politiques, la 6e République, les politiques sociales, des réformes aujourd'hui de réformes fiscales. Ça a permis de purger aussi peut-être certains sujets qui tenaient à cœur à Jean-Luc Mélenchon. Notamment, qui a été évoqué en début d'émission. J'ai pas vu l'émission, mais j'en ai eu un bon retour. Merci beaucoup Alexis Corbière d'être venu ce matin sur CNews. À vous Romain Desarts pour la suite.